Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter des témoignages que j'ai trouvés sur Reddit. Et ils ont une particularité commune, c'est qu'ils parlent tous d'intrusion. J'ai cru comprendre en lisant vos commentaires que c'était un sujet qui vous passionne pas mal. Donc je me suis dit que j'allais fouiller Reddit et j'ai trouvé les pires témoignages. On est un peu tous en mode ralenti, en mode vacances. Personnellement, je reviens de 2 semaines en Normandie, c'était vraiment cool. C'est une région que je n'avais jamais visitée jusqu'à maintenant, vraiment c'était incroyable. Dites-moi vous aussi dans les commentaires si vous avez eu la chance de partir en vacances et si c'est le cas, où est-ce que vous êtes partis. Comme ça nous fait un peu tous voyager et c'est vraiment cool. Pas grand chose à vous dire de plus, à part que je fais plein d'administratifs concernant la BD. C'est une horreur, mais ça vaut la peine. Moi je vous propose, en attendant d'être à la lumière de là où vous trouvez, prenez une petite boisson parce que les températures commencent vraiment à remonter. Éteignez la lumière de là où vous trouvez et on est parti pour le premier témoignage. Ce premier témoignage, mes amis, il nous est raconté par Alice. Alors, au moment où tout ça se passe, Alice, elle a 23-24 ans. Ça fait très longtemps qu'elle vit avec ses parents. Alice, elle les aime de tout son cœur, mais elle a aussi envie de prendre son indépendance. Et dans sa vie, c'est plutôt stable. C'est-à-dire qu'elle a la santé, niveau financier, ça va pour le mieux. Enfin, c'est pas Jeff Bezos, mais ça va. D'un point de vue social également, et la bonne nouvelle, c'est qu'elle vient de terminer ses études. Ces études, elles ont la particularité d'être très longues et surtout très éprouvantes. Pourquoi ? Parce que c'est dans la finance. Vous le savez peut-être, mais dans la finance, c'est des journées absolument abominables. C'est-à-dire que vous travaillez jour et nuit pour obtenir votre diplôme, c'est le cas aussi dans beaucoup d'autres domaines. Mais globalement, c'est pas le genre d'études où on les passe sans rien faire, c'est même tout l'inverse. Donc, autant vous dire que notre amie Alice, lorsqu'elle termine ses études, elle est trop contente. Elle veut se reposer et c'est l'unique chose qu'elle veut faire. Et c'est exactement durant cette période de repos qu'une idée va commencer à germer dans sa tête. En fait, plus elle se balade sur internet, que ce soit sur les réseaux sociaux, YouTube, etc., plus elle voit des gens qui habitent dans leur maison, dans leur appartement tout seuls, et plus ça lui donne envie de le faire aussi. Donc il y a une petite idée qui commence à germer, c'est celle de partir de la maison, prendre son appartement et vivre la vraie vie. Et surtout de ne plus dépendre de papa-maman, parce qu'actuellement, c'est eux qui payent beaucoup, ils font beaucoup de choses pour elle. Et au-delà de la partie financière, c'est vrai que rentrer à la maison, avoir un repas qui est prêt, les habits qui sont propres et la chambre qui est rangée, c'est quand même un luxe. Et ce luxe, elle l'a vécu pendant plusieurs années. Donc là, c'est terminé, elle a plus envie de ça, elle a envie de se prendre en main, d'être une vraie personne autonome. Et c'est pendant cette période de repos qu'elle va commencer à chercher des appartements. Alors après plusieurs soirées à scroller la marketplace Facebook, à scroller tous les sites possibles et imaginables d'annonces, elle trouve un appartement qui est à louer et qui lui correspond pas mal. Il est très moderne, c'est vraiment très beau, et surtout il est situé dans un quartier qu'elle connaît très bien. Donc j'ai envie de dire, jusque-là, c'est bon signe. Elle contacte la personne qui se cache derrière l'annonce, elle lui explique son projet, et dans la même soirée, elle reçoit une réponse positive pour une visite. Trop bien. Elle saute au plafond, elle prend son téléphone, elle écrit à sa meilleure amie pour lui annoncer la bonne nouvelle. Et à partir de là, il y a quelques heures d'attente. Pourquoi ? Parce que la visite, c'est dès le lendemain, et donc, notre amie Alice, elle est toute excitée. Vraiment, elle ne peut plus attendre, elle ne tient plus en place, au point où elle tape une nuit blanche. Donc, c'est pas forcément la meilleure des choses parce que lorsque vous arrivez à la visite, vous avez juste l'air d'un cadavre. Mais bon, est-ce que c'est sur ça que ça va se jouer ? Pas sûr. L'après-midi arrive le moment tant attendu de cette fameuse visite. Notre amie Alice, elle se prépare, elle se rend à la localisation de l'appartement. Et là, quelqu'un l'attend en bas de l'immeuble. C'est une femme très gentille, elle a l'air plutôt jeune. Elle lui explique que voilà, en fait, elle fait partie d'une gérance, que c'est cette gérance qui s'occupe de l'appartement. Alice et cette personne montent les escaliers, elle ouvre la porte, elle lui fait découvrir ce sublime appartement. Et immédiatement, Alice a le coup de foudre. C'est sûr et certain, c'est dans cet appartement qu'elle va vivre et nulle part ailleurs. Elle explique en gros à la personne que voilà, elle est absolument émerveillée par cet appartement, que s'il faut signer immédiatement, elle signe immédiatement, mais qu'elle va tout faire pour l'obtenir. La personne est ravie, elle lui dit écoutez, on va quand même étudier votre dossier, mais comme ça on n'a pas 36 000 demandes, donc probablement que ça devrait le faire. La visite se termine, Alice rentre chez elle, elle s'occupe comme elle peut, et le soir même, mes amis, elle obtient une réponse, donc ça va très vite. Et ce qui est génial, c'est que cette réponse, elle est positive. Alice est sélectionnée pour obtenir cet appartement, donc inutile de vous préciser que lorsqu'elle lit cette nouvelle par mail, elle saute au plafond, quitte à s'en cogner la tête. Bon. Tant mieux, c'est à partir de ce moment que notre histoire va commencer à devenir un peu intéressante. Et je vous spoil pas, vous allez voir que personnellement, j'aurais pas voulu vivre ça. Qui dit nouvel appartement dit forcément déménager. Lorsqu'on part de chez ses parents, on a plein de bordel à gauche à droite. Et ce bordel, le problème, c'est qu'il faut l'amener dans notre nouveau nid. Je dis ça parce que je l'ai vécu. Moi, j'avais des affaires d'école que j'avais quand j'étais tout petit, des livres, des cahiers qui pèsent 1 tonne, qu'il a fallu amener dans un appartement où il n'y a pas de cave, donc c'est une catastrophe. Enfin, il y a une cave, c'est 1 mètre sur 1 mètre, donc à part mettre un cadavre, on peut pas y faire grand chose. Rassurez-vous, n'appelez pas la police, il n'y a pas de cadavre dans ma cave, au contraire, il y a tout plein de livres.
c'est abominable. Mais bon, Alice, elle se retrouve un peu dans la même situation, donc visiblement le problème, ce n'est pas moi. Et elle fait exactement comme moi j'ai fait. C'est-à-dire qu'elle envoie un message à ses potes, elle leur dit, bah écoutez, est-ce que vous pouvez venir m'aider pour déménager? Et ceux-ci acceptent naturellement, avec un grand plaisir. Merci à eux, c'est très gentil. Bon, bah arrive le jour J, le jour où il y a le camion qui attend en bas de chez ses parents. Pendant plusieurs heures, il charge le peu de meubles qu'elle possède, les nombreux cartons qu'elle a, et ils enchaînent les allers-retours. Comment ça se passe? Il y a toujours la même personne qui conduit le camion, pendant ce temps les autres sont à l'arrière pour faire les trajets. C'est pas très légal, mais c'est pas grave. Arrivé en bas de son nouvel appartement, il monte les cartons, les meubles, etc. Les portes restent ouvertes, et en fait ils vont les verrouiller à chaque fois qu'ils font les trajets entre les deux appartements. Jusque-là, tout va bien. Le déménagement dure plusieurs heures, enfin on peut même dire une journée. Et c'est à 23h, mes amis, que Alice se retrouve toute seule dans l'appartement parce que c'est terminé. Elle se retrouve au beau milieu d'une mare de cartons, de meubles à moitié montés. Enfin, ils sont montés, mais il y en a qui sont encore en pièces. Et là, bah ça y est, la vraie vie commence. Elle se retrouve seule avec ses pensées et il n'y a plus un bruit. Et pour revenir sur ce dernier point, personnellement, c'est la chose qui me faisait le plus peur lorsque j'ai pris mon appartement. Je me suis dit, mais en fait, si je prends mon appartement et que je ne parle pas, eh bien, je ne vais entendre aucune voix humaine. Si je ne fais pas le moindre bruit, il y aura un silence total. Et ça, vraiment, c'est ce qui m'a retardé par rapport au fait de prendre mon appartement. J'aurais voulu le prendre un petit peu avant, mais c'est ça qui me foutait les boules. Je vous rassure, si vous êtes dans la situation où vous devez emménager tout seul ou toute seule, ça se passe pas comme ça, vous avez toujours du bruit, que ce soit la télévision, de la musique ou même le bruit de la rue. Donc ne faites pas comme moi, ne vous inquiétez pas. Bref, Alice, elle se retrouve dans son appartement qui est quand même relativement grand. Et ça y est quoi, 23h, il faut s'occuper, on peut ranger encore un ou deux trucs, et puis après, il faut aller passer une bonne nuit de sommeil. C'est vers 23h30 que notre amie, elle se rend compte qu'elle ne va juste plus tenir debout, tellement elle est fatiguée. Elle était en train de s'occuper, de faire 2-3 trucs dans son armoire, d'ajuster les tiroirs, etc. Mais elle en peut plus, elle va se coucher sur son matelas et elle s'endort absolument immédiatement. 1 heure passe, 2 heures passent, notre amie dort paisiblement, lorsque soudain, un bruit la réveille. Ce bruit, il la réveille vraiment en sursaut, c'est-à-dire qu'elle est complètement déboussolée, elle sait plus où elle est parce que déjà, elle n'a pas encore ses repères. Donc au moment du réveil, c'est particulier, elle a entendu un bruit, elle n'est plus chez papa-maman, donc elle sait pas exactement où elle se situe. Et tout va aller très vite parce qu'il y a un deuxième bruit qui survient. Et là, notre amie commence vraiment à flipper. Elle ouvre grand les yeux, elle est en mode « Qu'est-ce que c'était que ce bruit ? Ça me dit quelque chose. » Et ce quelque chose, selon elle, c'est quelqu'un qui essaye d'ouvrir sa porte d'entrée. Et c'est pas en mode « Il l'ouvre ». J'ouvre la porte, mais c'est qu'il essaye de forcer pour l'ouvrir, donc comme si elle était verrouillée. Et heureusement qu'elle l'a verrouillée d'ailleurs, parce que si elle ne l'avait pas fait, peut-être qu'il y aurait quelqu'un à l'intérieur. Donc, elle attend dans son lit, elle met sa couverture sur elle en mode « j'ai les boules ». Elle attend quelques secondes, et à nouveau, il y a ce fameux bruit. Elle prend son courage à deux mains, elle se lève du lit, elle prend son téléphone avec la lampe de poche pour éclairer, parce que à l'intérieur, toutes les lumières sont éteintes. Elle sort très doucement de sa chambre, elle arrive dans le couloir, elle éclaire en direction de la porte d'entrée, parce que en réalité, il y a bel et bien une personne qui essaye d'ouvrir la porte d'entrée, pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Elle se réfugie derrière son canapé, elle se met à hurler tellement elle a peur, parce que actuellement, il y a un étranger qui est dans son appartement, où elle habite depuis à peu près 10-15 minutes, et donc la seule chose qu'elle arrive à faire à ce moment-là, c'est d'hurler à la mort. Elle lui dit « S'il vous plaît, ne me faites pas de mal, je vous en conjure », mais elle voit vite que la personne n'en a rien à carrer de sa présence. Il essaye toujours d'ouvrir la porte, et le problème, c'est qu'il semble s'énerver de plus en plus. Alors, qui est cette personne? Est-ce qu'elle lui veut du mal? Est-ce que c'est un cambrioleur? On ne sait pas. Alice, elle répète les mêmes choses en boucle, mais elle voit que la personne s'en contrefout. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend son téléphone, elle appelle la police et elle les avertit. Elle leur dit, s'il vous plaît, envoyez très rapidement une patrouille parce que je ne vais pas tenir très longtemps. Il y a juste un fou furieux qui est devant moi en train d'essayer de spammer ma porte afin qu'elle s'ouvre. Sauf que, elle est verrouillée à clé et ce que je comprends pas, c'est qu'il y a juste un petit loquet à tourner pour qu'elle s'ouvre. Donc, cette personne, on dirait qu'elle n'est pas tout à fait consciente, ou du moins qu'il y a un ou deux problèmes. Bon, là, inutile de vous préciser que les minutes qui passent, ce sont des heures, voire des années. C'est au bout de 15 minutes qu'elle entend des policiers derrière la porte qui hurlent à la mort. Et là, le problème, c'est qu'elle n'entend pas les policiers qui essayent gentiment d'ouvrir la porte. Au contraire, ils sont en train de la défoncer. Bon, il n'y a plus qu'à profiter du spectacle depuis derrière le canapé, donc attendre que la porte explose. Et c'est au bout de 2 minutes que les policiers arrivent enfin à entrer dans l'appartement. Bon, très vite, la personne est maîtrisée, elle est mise à terre avec les mains dans le dos, les menottes, etc. Et là, Alice, elle se met à pleurer. Il y a toutes les émotions qui redescendent, elle se sent enfin en sécurité. Certes, avec une porte en moins et probablement des centaines d'euros à rembourser. Enfin, est-ce que c'est elle ou les assurances, ça, je ne sais pas. Mais au moins, elle est en sécurité. Bon, la personne, elle est amenée au poste, elle est interrogée. Pendant
Tellement que Alice, on lui conseille vivement de trouver une amie ou d'aller dormir chez ses parents. Et c'est cette dernière option qu'elle va faire. La première nuit dans son nouvel appartement, elle n'a pas pu la passer chez elle, elle a dû retourner chez papa-maman. Donc retour à la case départ, ça fait vraiment bizarre, mais au moins elle pourra passer une bonne nuit. Au commissariat, en interrogeant cette personne, on se rend très vite compte qu'en fait, malheureusement, il souffre de problèmes psychiatriques et que cette personne n'avait strictement rien à faire dans l'appartement d'Alice. Alors, comment est-ce que ça s'est passé? En réalité, c'est très simple, parce que pendant le déménagement, je vous ai dit qu'il laissait souvent la porte ouverte. Il y a cette personne qui en fait est un habitant de l'immeuble qui, pour X ou Y raison, s'est retrouvé dans les escaliers, il a vu une porte ouverte, il s'est dit je vais aller dedans. Maintenant, la grande question qui persiste, et je n'ai malheureusement pas la réponse, c'est comment est-ce que Alice ne l'a pas vu? À quelle heure est-ce qu'il est entré? Parce que s'il était entré en début d'après-midi, c'est impossible que personne ne le voit dans l'appart. Donc peut-être que ça s'est joué juste au dernier moment, là où les personnes sont parties, ce gars est entré dans l'appart, Alice également, elle a verrouillé la porte, et là, ils ne se sont jamais croisés. Peut-être que le gars s'est caché derrière le canapé, dans une armoire ou peu importe. Ça, pour moi, c'est la grande question qui reste. Je n'ai malheureusement pas la réponse. Si vous en avez une, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. En tout cas, niveau première expérience, pour notre amie Alice, je pense que c'est mitigé. C'est-à-dire qu'il y a bien mieux comme première nuit. Personnellement, ma première nuit dans mon appartement, je crois qu'elle s'est plutôt bien passée. En tout cas, je m'en souviens plus trop. J'avais un lit qui était plutôt bien, j'avais une télévision. J'avais pas encore fou du Benalla, mais je crois que c'est allé. En tout cas, pas de panique, si vous prenez un appartement, tout va bien se passer, il y a 0,0001% de chance que ça se passe comme Alice. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui elle soit en sécurité, j'espère qu'elle a pu retrouver un appartement, qu'elle a pu retrouver une vie normale. En tout cas, au nom de la chaîne, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Voilà, premier témoignage, personnellement, j'espère que ça m'arrivera jamais. J'espère que ça ne vous arrivera jamais aussi. Moi, je vous propose de reprendre une petite boisson et on est parti pour le deuxième témoignage. Ce deuxième témoignage, c'est celui de Eric. Et pour le témoignage de notre ami Eric, on a Fou du bus qui nous a rejoint. Alors Eric, c'est un jeune homme de 25 ans qui se porte très bien. Et pour une fois, on sait exactement où son histoire s'est passée, c'est dans ma ville préférée, c'est Paris. Alors vous allez voir, est-ce que ça va être encore ma ville préférée après cette histoire? Je ne sais pas, probablement que oui. Mais du moins, si vous y habitez, il y aura quelques précautions à prendre. Alors Eric, au début, il nous explique un petit peu sa situation. Il est encore étudiant, il est en dernière année. Donc d'ici quelques semaines, les études, ce sera un mauvais souvenir. Mais bon, pour le moment, on n'a pas le droit à l'erreur, il ne faut pas lâcher, c'est pas maintenant qu'il faut abandonner. Et c'est vrai que Eric, il a non seulement cette pression de se dire je dois réussir mes études, mais également la pression de se dire j'habite tout seul dans mon appartement et je dois m'occuper de moi-même. Parce que oui, il a son appartement depuis plusieurs années, vraiment c'est quelque chose qu'il connaît depuis très longtemps. Et c'est d'ailleurs cet appartement qui va nous intéresser parce qu'il nous explique un petit peu sa situation. Apparemment, il est au dernier étage, il est sous les toits. Est-ce que maintenant il est en train de crever pendant cette canicule? Probablement. J'ai fait une fois l'expérience d'habiter sous un toit. Vraiment, si je peux me permettre, je le ferai plus jamais. Parce que si vous n'avez pas une clim, vous tenez, je pense, 1 jour, 7. Donc Eric, si tu tombes sur cette vidéo, une grande pensée pour toi. Vraiment, c'est juste horrible. Déjà que là, dans un appartement qui n'est pas sous le toit, c'est abominable. Alors, sous les combles, ça doit être épouvantable. Bref, il habite sous les toits. Il nous explique que son appartement est relativement petit, c'est un petit studio, rien de bien grand, mais que pour l'instant, étant donné qu'il est étudiant, ça lui suffit amplement. Bon, cette histoire, elle se passe précisément en été. On n'est pas en hiver lorsqu'il fait moins 40, on est en été lorsque tout le monde est dans la rue, tout le monde danse, tout le monde chante, tout le monde s'amuse. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que vous allez voir que ça aura son importance dans l'histoire. Pour Eric, qui dit été dit examen, forcément c'est les derniers examens de sa vie, normalement, s'il réussit, et donc il est en pleine révision. Il ne fait que ça de ses journées, il ne sort même plus, et on pourrait se dire qu'avoir des examens, c'est déjà bien. Sauf que pour Eric, c'est malheureusement pas la seule chose qu'il va avoir ces prochains temps, parce qu'un matin, il se réveille, et la première chose qu'il fait, c'est d'aller voir s'il a du courrier, et aujourd'hui, c'est le cas. Il a reçu une lettre du propriétaire de l'immeuble, et cette lettre, elle lui indique rien de bien fou. C'est pas parce qu'il est viré de l'appartement ou quoi. Elle a tout simplement été envoyée pour lui annoncer que d'ici quelques jours, il y aura des travaux qui vont commencer sur la façade et que ça se peut que pendant plusieurs semaines, ce soit un petit peu moins tranquille. Bon, que voulez-vous qu'il fasse? Malheureusement, il ne peut pas contrer ça. Le problème, c'est qu'il travaille beaucoup depuis la maison, donc s'il y a beaucoup de bruit à l'extérieur, ça va peut-être le déconcentrer, mais bon, à nouveau, pas le choix, il faut faire avec. Bon, pendant les jours qui suivent, Eric nous raconte qu'il n'y a pas encore de travaux, donc ça va, il arrive à réviser. C'est au bout d'une semaine qu'il commence à voir des échafaudages qui sont positionnés tout autour de l'immeuble, et le plus chiant, c'est que ces échafaudages, ils arrivent pile devant sa fenêtre. Cela veut donc dire qu'il y a des ouvriers qui passent tous les jours devant sa fenêtre pendant que lui il est à son bureau en train de travailler. C'est à la fois déstabilisant, gênant et surtout pas pratique parce que vous avez des choses à apprendre par cœur, des choses à mémoriser et vous voyez des gens qui passent toute la journée, c'est un petit peu chiant. Et le problème c'est que ça commence très tôt le matin et surtout ça finit vers 19-20 heures.
Pourquoi aussi tard? Parce que pendant la journée, il fait tellement chaud que il continue le soir. Mais bon, c'est pour la bonne cause, c'est pour faire des travaux concernant l'immeuble et voilà, ça va plaire à tout le monde. Un vendredi soir, le week-end vient de commencer et qui dit week-end dit aussi un petit peu de ralentissement. Pour notre ami Eric, c'est 2 jours où il s'octroie un peu une pause parce que voilà, il travaille comme un malade toute la semaine, il n'a pas envie de faire le samedi-dimanche dans les cahiers. Et ce week-end-là, ça tombe bien parce qu'il y a une fête qui est très connue à Paris et même je crois en France, et dans d'autres pays aussi parce qu'on l'a en Suisse, c'est la fête de la musique. D'ailleurs, dites-moi s'il vous plaît en commentaire si la fête de la musique c'est quelque chose de très important et très attendu en France. Parce que typiquement, il y a quelques semaines, c'était la fête de la musique en France et en Suisse en même temps. Eh bien, autant vous dire que dans ma ville, c'était explosé au sol. Vraiment, c'était nullissime. Alors que je voyais sur les réseaux sociaux la fête de la musique à Paris et dans d'autres villes, ça avait l'air incroyable. Nous, franchement, c'était un pet dans l'eau. Donc voilà, dites-moi si vous avez des expériences par rapport à ça dans les commentaires. En tout cas, concernant l'histoire, notre ami Eric, il attend ça depuis longtemps parce que c'est un moment qui va lui permettre de s'évader. Et arrive le samedi matin. C'est aujourd'hui qu'il va partir de la maison pour prendre un peu l'air, voir ses potes et s'amuser. Et plus particulièrement en soirée. Notre ami, vers 19h, il quitte son appartement et comme d'habitude, il ouvre la fenêtre pour aérer parce que dans sa chambre, ça sent le rat crevé. Il descend les escaliers, il rejoint ses potes, il a un peu de mal à les retrouver, mais il y arrive. Et là, tout le monde passe une soirée absolument incroyable. Ils font la fête comme il se doit, comme des fous furieux. C'est à 4h du matin que notre ami Eric regagne son appartement. Il arrive au pied de l'immeuble, il est complètement torché, il ne marche même plus droit. Il ouvre la porte d'entrée, il monte les escaliers jusqu'à l'entrée de son appartement. Et là, forcément, il galère à mettre la clé à l'intérieur. Déjà, il galère à trouver la clé, mais ensuite, une fois qu'il l'a, il n'arrive pas à ouvrir la porte. Et c'est ça que je trouve formidable, c'est qu'il a eu la lucidité de se dire « Je suis complètement torché, je ne vais pas réussir à ouvrir de moi-même ». Il a donc sonné à la porte du voisin, qui était fou furieux parce qu'il l'a réveillé en pleine nuit. Il a accepté de sortir de l'appartement pour ouvrir le sien, pour aider de prendre sa clé et d'ouvrir la porte. Au moment où notre ami Eric rentre chez lui, il nous explique que son voisin vérifie qu'il est bien rentré chez lui, histoire qu'il ne parte pas, qu'il tombe, etc. Et une fois qu'il est en sécurité chez lui, son voisin jette un coup d'œil et il lui dit « Mais Eric, ton appartement, c'est un dépotoir. Vraiment, c'est une déchetterie à ciel ouvert. Mais bon, ça te regarde, je te souhaite une bonne nuit, à bientôt. » Eric, il est complètement sur Jupiter, il arrive même pas à verrouiller sa porte, il se met directement dans son lit et il s'endort. C'est le lendemain, vers 13h, que notre ami se réveille, il a complètement la gerbe, mais il y a une chose qu'il arrive à capter, c'est que son appartement, il n'est pas comme avant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est sans dessus-dessous. Vraiment, il y a tout qui a été retourné et fouillé. Et concrètement, ça veut dire que quelqu'un s'est introduit chez lui pendant que lui était à la fête de la musique et qu'il a tout dépouillé. Vraiment, il a pris tout ce qu'il y avait à prendre. Donc on peut dire que Eric a à peu près tout perdu. Et vous allez voir que c'est malheureusement pas le pire dans l'histoire parce qu'il y a quelque chose de bien plus glauque. Parce que Eric, en fait, au moment où il va avertir la police, il voit que sur son téléphone, il y a plein d'appels manqués d'un de ses potes. Ce pote, il était avec lui à la fête de la musique, donc il espère que rien de grave ne lui est arrivé. Il le rappelle immédiatement, aussitôt le gars décroche et Eric lui dit « Mais mec, pourquoi t'as essayé de m'appeler autant de fois ?» Son pote lui dit « S'il te plaît, appelle immédiatement la gendarmerie parce que quelque chose de grave s'est passé. » Et là, il se met à lui expliquer. Il lui dit « Mec, hier soir, pendant que toi tu es rentré, moi je suis resté dans la rue de ton appartement, donc là où il y avait de la fête. J'ai bu encore quelques verres et à un moment, j'ai levé la tête au ciel et j'ai regardé en direction de ton appartement, plus précisément de ta chambre, donc la fenêtre de ta chambre plutôt. Et là, j'ai vu quelque chose de très très bizarre parce que j'ai vu un échafaudage avec un mec qui sortait de la fenêtre de ta chambre et il y avait de la lumière. Une fois que le mec était sur les échafaudages, il s'est collé au mur juste à côté de ta fenêtre et il est resté là pendant une bonne dizaine de minutes. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de t'appeler, pour t'avertir qu'il y avait quelqu'un qui était sorti de chez toi. Au début, j'ai eu peur que ce soit toi, donc Eric, qui saute de la fenêtre et qui fasse un pied-lune en atterrissant sur la nuque. Mais en regardant de plus près, j'ai vu que non, c'était pas ta silhouette. Donc mec porte plainte directement à la gendarmerie et c'est là que Eric lui dit « Bah mec, je pense que ce gars en fait c'était un cambrioleur parce que il m'a tout piqué dans l'appartement, je n'ai plus rien. » Donc dites-vous que Eric, il était tellement arraché le soir même qu'il n'a rien vu lorsqu'il est entré chez lui et potentiellement qu'à quelques secondes près, il se retrouvait nez à nez avec le cambrioleur. Et là, on ne sait tout simplement pas ce qui se serait passé. En réalité, le déroulement des faits, je pense qu'il est relativement simple. C'est que lorsqu'Eric est parti de chez lui pour aller à la fête de la musique, il a ouvert la fenêtre pour aérer. Il y a un mec qui faisait la fête qui s'est rendu compte qu'il y avait une fenêtre ouverte. C'était open bar pour aller voler quelque chose dans un appart. Il a donc probablement escaladé les échafaudages. Il s'est introduit chez Eric. Et lorsqu'Eric est rentré chez lui, qu'il a allumé la lumière, il a pris peur. Il est parti par la fenêtre. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il n'est pas descendu directement de l'échafaudage ? On ne sait pas. L'essentiel, c'est qu'Eric soit en sécurité, mais ça aurait pu très mal tourner parce que des gens qui sont là pour cambrioler, ils sont pas là pour de bonnes choses, donc peut-être qu'il aurait pu s'en prendre à lui. Eric, vu qu'il était complètement arraché, peut-être qu'il serait mal retombé ou je ne sais quoi.
franchement, c'est mieux de ne pas y penser. Voilà, deuxième témoignage, j'espère que ça ne vous arrivera jamais. Il y a quand même beaucoup de probabilités que ça ne vous arrive jamais, en tout cas je l'espère. Et j'espère que ça m'arrivera jamais à moi aussi. Voilà, deuxième témoignage terminé, reprenez un petit truc à manger, une petite boisson, parce qu'il fait très chaud, et on est parti pour le troisième témoignage. Ce troisième témoignage, mes amis, c'est celui de Tina. Alors, vous allez voir, pour moi, c'est celui qui fait le plus flipper dans le sens je voudrais vraiment pas que ça m'arrive. Non pas que les autres, je voudrais les expérimenter, mais celui-ci, j'espère qu'il reste loin de moi. Et de vous aussi d'ailleurs. Alors, décidément, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de témoignages qui arrivent à des étudiants. Parce que Tina n'est pas une exception, c'est une étudiante également comme les deux autres personnes. Sauf que là, on sait dans quel domaine elle étudie, c'est l'art. C'est quelque chose qui l'a toujours passionnée, vraiment, elle fait ça depuis qu'elle est toute petite. C'est vraiment ce qu'elle veut faire de sa vie. Mais vous allez voir que le témoignage, il va pas concerner ça. Il va concerner quelque chose de très précis. Et ce quelque chose, il a un lien avec sa situation de tous les jours parce qu'elle nous raconte qu'elle vit chez ses parents, mais que, contrairement à la première histoire, enfin je crois que c'était la première histoire, il ne paye pas tout. Tina, certes, elle vit chez ses parents, mais elle est autonome, c'est-à-dire qu'elle paye sa nourriture, elle paye ses factures. Et bien naturellement, pour payer de la nourriture et des factures, il faut de l'argent. Sauf que l'argent, aux dernières nouvelles, ça pousse pas sur les arbres. Et donc, il faut le gagner. Eh bien, c'est exactement sur ça que va se concentrer le témoignage. Pour pouvoir subvenir à ses besoins et gagner un petit peu d'argent, Tina nous raconte qu'elle se tourne pas les pouces. Ça fait 3 mois qu'elle travaille dans une petite entreprise locale, c'est dans son village où tout le monde se connaît d'ailleurs. Et globalement, jusqu'à maintenant, ça se passe très bien. Concernant l'entreprise pour laquelle elle travaille, en fait, c'est un magasin qui vend des meubles. Et il y a 2 parties. Il y a la partie magasin, donc là où les gens peuvent se promener et acheter les meubles, et une partie stockage, entreposage, où là, il y a plein de cartons partout. Cette partie, c'est importante pour la suite, elle fait à peu près 3 fois la taille du magasin. Donc situez-vous, il y a le magasin, et derrière, il y a une gigantesque salle. Enfin, gigantesque salle, c'est plutôt un grand bâtiment qui est séparé en plusieurs salles, et c'est là où ils stockent tout, un petit peu à la façon d'Ikea. Bon, ça c'est l'entreprise. Maintenant, concernant le taf de Tina, il est relativement simple. La journée, c'est de travailler dans le magasin, de répondre aux questions des clients, de les conseiller, parfois d'aller à la caisse pour vendre. Mais ça, c'est en temps normal. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas un jour normal. Vous allez voir qu'il y a un petit événement qui va chambouler les choses. Parce que Tina, normalement aujourd'hui, elle ne doit pas se rendre au travail. Elle est en congé. C'est vers 15h que son patron l'appelle. Il lui dit, écoute Tina, j'ai un problème, il faudrait que tu m'aides si tu es ok. Ta collègue qui devait faire la fermeture ce soir, malheureusement elle n'est pas là. Elle est absente pour arrêt maladie. J'ai essayé de contacter 2 autres collègues, mais malheureusement, personne ne répond. T'es donc mon seul espoir, parce que là actuellement, je n'ai personne pour faire la fermeture. Il faut absolument que tu m'aides. Bon, Tina, elle lui dit, ok, mais alors il faut que ça compte comme heure, donc il faut que ce soit des heures supplémentaires, que tu me les payes au tarif heures supplémentaires. Et il lui dit, pas de problème, moi tant qu'on arrive à faire la fermeture, ça me va. Tina, ça l'emmerde un petit peu, mais bon, elle accepte, elle lui dit, écoute, dis-moi à quelle heure il faut que je me rende au magasin, et je le ferai. Il lui dit, merci, t'es vraiment adorable, il faut que tu sois vers 19h, parce qu'en fait, l'employé qui termine à 19h, lui, il fait rien du comptage des caisses, etc. Donc, à 19h, ta mission, c'est de compter les caisses, de faire en sorte que tout l'argent soit récupéré, etc. Et ensuite, il faut faire la fermeture. Sauf que là, à ce moment-là, Tina lui dit, ok, t'es drôle, mais comment on fait une fermeture? J'en ai jamais fait jusqu'à maintenant. Bon. Le patron, en entendant ça, il se dit merde. J'ai oublié ce détail, c'est vrai que Tina n'a jamais fait de fermeture jusqu'à maintenant. Et donc, en quelques secondes top chrono, il essaye de lui expliquer. Il lui dit, écoute, en gros, c'est simple, tu prends l'argent des caisses, tu vas le mettre à tel endroit, comme ça, le lendemain, je peux le récupérer, aller le poser à la banque, etc. Une fois que tu as fait ça, tu verrouilles les portes, tu fais en sorte que les issues soient fermées. Et dernière mission, c'est de vérifier qu'il n'y ait plus personne dans le magasin, pas que quelqu'un se soit endormi sur un lit ou je ne sais quoi. Et enfin, aller vérifier dans la partie stockage que personne ne s'y trouve. Ensuite, une fois que tu as fait tout ça, tu sors du bâtiment, tu actives l'alarme, et c'est bon. Est-ce que c'est clair? Tina, elle lui dit, comme ça, oui, ça a l'air, et au pire, essaye de rester joignable, comme ça, je t'appelle, s'il y a une merde, tu peux m'aider. Il lui dit, pas de problème, on fait ça, merci encore pour ton aide, merci de me dépanner, je te souhaite un bon courage et une bonne soirée. Bon, Tina profite de la fin de sa journée, elle s'occupe à la maison, et vers 19h, elle se rend au magasin, elle croise son collègue, elle prend le relais, il lui explique comment s'est déroulée la journée, etc. Et là, le taf commence. Premièrement, elle prend l'argent dans la caisse, elle compte, histoire que personne ne se soit barré avec un billet de 1000. Enfin, je sais pas si ça existe les billets de 1000 en euros, je sais qu'en francs suisses ça existe, ne me tombez pas dessus s'il vous plaît. D'ailleurs, c'est une bonne question, ça, je crois que les euros, ça va jusqu'à 500, si je dis pas de bêtises, peut-être que c'est une énorme connerie, mais dans le peu de mémoire que j'ai, c'était 500. Elle prend les billets, elle voit que le magasin, ça fait beaucoup d'argent, elle met tout ça comme le chef le veut, et ensuite, elle passe à la deuxième étape, qui consiste, je vous le rappelle, à vérifier que personne ne se soit endormi sous une couverture ou dans un lit, ou qu'il n'y ait pas Ibra TV qui fasse un cache-cache à quelque part. Pour les plus anciens, vous vous en souviendrez. Bon, elle fait la ronde du magasin, personne n'est là, ça prend un temps absolument monstrueux. Elle vérifie les moindres recoins, les moindres étagères, les moindres armoires, enfin, elle vérifie tout. Ça prend un peu plus d'1 heure, mais bon, ça vaut la peine, comme ça au moins elle est sûre que le lendemain, le stock sera là et que les meubles seront intacts. Elle fait sa ronde, elle retourne ensuite aux caisses,
Et là, elle essaye de se souvenir ce qu'elle doit faire. Elle se dit, mince, j'ai oublié quelque chose, c'est d'aller verrouiller les issues, comme ça personne ne peut s'introduire en mode le magasin est encore ouvert ou je ne sais quoi. Elle le fait, elle retourne aux caisses et là arrive la dernière étape. Dernière étape qui, je vous le rappelle, consiste à aller vérifier dans la partie stockage, sauf que là, il y a un problème, parce qu'elle vient de mettre 1 heure pour vérifier le magasin. Je vous rappelle que la partie stockage, c'est environ 2,5, 3 fois plus grand que le magasin. Si elle y va au même rythme, elle va probablement y passer toute la nuit. Bon, elle prend son téléphone, elle prend ses petites affaires, elle va dans la partie stockage et elle se met à fouiller. Elle fouille la première salle, il n'y a rien. Elle fouille la deuxième, toujours rien. Elle fouille pendant 1 heure et 15 minutes, donc vraiment elle a passé sa soirée à fouiller des pièces. Il n'y a toujours rien. Bon, elle se dit c'est bon. Je vais pas forcément tout faire parce que sinon j'y passe la nuit. Elle retourne en arrière, elle retourne là où il y a les caisses. Elle prend son sac, elle prend son manteau, lorsque soudain, elle entend un bruit. Lorsqu'elle l'entend, elle s'arrête, elle l'écoute parce qu'elle se dit peut-être que c'est quelque chose dehors, donc à l'extérieur du magasin. Pendant 30 secondes, elle écoute attentivement, elle voit qu'il n'y a plus rien. Elle se dit c'était probablement quelqu'un qui a lancé une poubelle à l'extérieur ou je ne sais quoi. Elle continue son chemin en direction de la sortie lorsque soudain, elle entend un gros bruit. Ce gros bruit, c'est pas non plus un meuble qui tombe, mais c'est quand même assez distinguable. On dirait qu'une chaise vient d'être légèrement tirée. Bon, là l'ambiance commence à devenir un petit peu particulière parce que elle est censée être seule dans le magasin. Normalement personne n'est censé s'y trouver, donc d'où peut provenir ce bruit? Elle s'arrête à nouveau, elle commence légèrement à flipper et là elle se dit bon, j'ai fait mon travail correctement à moitié. C'est-à-dire que j'ai vérifié la partie stockage comme on me l'a demandé, mais pas entièrement. Est-ce que peut-être que dans une des pièces que je n'ai pas vérifiées, il y a quelqu'un? C'est pas impossible. Là, elle se pose la question. Est-ce que ça vaut la peine d'aller revérifier toutes les pièces en sachant qu'elle va y passer la nuit et peut-être se mettre en danger? Ou est-ce qu'elle mise sur le fait qu'il y a eu un courant d'air et que c'est le vent qui a poussé une chaise? Ça, c'est à elle de savoir. Elle réfléchit quelques secondes, elle se dit « Mon patron compte sur moi, il y a beaucoup d'argent. » Peut pas vraiment négliger tout le stockage. Elle prend donc la décision de retourner aux caisses, de retourner dans la partie stockage et de revérifier vraiment qu'il n'y ait personne. Est-ce que c'était la bonne décision à prendre? Je ne sais pas. Elle repasse dans les différentes salles de la partie entrepôt. Elle voit qu'il n'y a rien lorsque soudain, toutes les lumières s'éteignent d'un coup. Notre amie Tina se retrouve complètement plongée dans le noir. Elle ne voit rien, elle panique tellement qu'elle l'oublie qu'elle a son téléphone dans la poche. Elle y repense seulement au bout d'1 minute, elle le saisit, elle allume la lampe de poche. Autant au début elle paniquait un petit peu, là c'est la flip totale. Elle regarde à gauche, à droite avec son téléphone pour voir s'il n'y a pas quelqu'un. Elle avance très prudemment et c'est là pour moi où elle commet une erreur. Parce que dans un cas comme ça, si ça vous arrive, vous appelez immédiatement les flics, vous revenez dans un endroit où vous savez que c'est sûr, à la limite vous sortez du bâtiment parce que au moins vous serez à l'extérieur et surtout vous appelez les flics, vous demandez qu'ils envoient une patrouille ou même un hélicoptère, je ne sais pas, mais ne vous aventurez pas tout seul ou toute seule si vous savez qu'il y a probablement une présence étrangère. Je sais bien évidemment que c'est beaucoup plus facile à dire posé dans un fauteuil sous 40 degrés que en temps réel. Là, elle avance prudemment avec sa lampe de poche, elle essaye de prendre 1 ou 2 trucs pour se défendre si jamais. Mais bon, c'est en mode une barre en bois, est-ce que ça va l'aider? Je ne sais pas. À un moment, elle arrive dans une pièce, elle voit que la porte est entrouverte. C'est pas non plus déconnant parce que les autres pièces ont également les portes entrouvertes. Elle s'introduit dans la pièce, elle regarde à droite et malheureusement, elle n'a pas le temps de regarder à gauche que quelqu'un la saisit. Il la plaque contre le mur avec le bras sous la gorge, donc en mode elle ne peut plus vraiment respirer. Et dites-vous que ça se passe en quelques secondes. Donc notre amie Tina, elle n'a pas vraiment le temps de capter ce qui est en train de lui arriver. Elle est comme ça collée au mur avec un bras qui l'empêche de respirer et elle voit que c'est la voix d'un homme qui a une cagoule et il lui dit écoute, on va faire très simple, on va faire très rapide. Dis-moi où tu as posé l'argent, j'aimerais que tu m'emmènes là où tu l'as posé, que tu me donnes toutes les liasses de billets et si c'est le cas, rien ne t'arrivera. Là, malheureusement, Tina, elle se montre pas du tout coopérative en mode t'inquiète, je vais te donner les caisses. Au contraire, elle essaye de se défendre au point où elle essaye de le mordre et ça, mes amis, c'est ce qui va déclencher une rage absolument folle chez le mec et vous allez voir que la suite, elle ne va pas être joyeuse. En fait, à ce moment-là, Tina, elle ne se rend pas compte que la personne est armée, elle pense qu'elle est simplement main nue. Au moment où elle essaye de le mordre, elle y arrive, donc elle arrive à le mordre légèrement. Le gars, il se met dans une colère noire et Tina, elle sent une douleur absolument terrifiante au niveau du ventre. Elle sent une première douleur, puis une deuxième, et elle comprend très vite que soit elle s'est pris un coup de poing et je ne sais pas quel coup de poing peut infliger cette douleur, ou pire encore, elle a été blessée par une arme blanche. Là, elle sait que si c'est le cas, c'est la merde pour elle. Elle est encore sous le coude du mec, elle a les larmes qui tombent tellement elle a mal, vraiment, elle sent qu'elle est en train de s'évanouir. Et à ce moment-là, elle entend le cambrioleur qui hurle en boucle
donne-moi l'argent, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Mais avec les blessures qu'elle a, elle ne peut malheureusement même plus bouger. À un moment, il retire son bras, notre amie Tina, elle tombe par terre, elle s'écroule au sol et elle voit vite qu'effectivement, elle est blessée au niveau du ventre par une arme, qu'il y a du sang qui s'écoule et que il faut absolument que quelqu'un intervienne. Sauf que, vous imaginez bien que c'est pas lui qui va lui prodiguer les premiers soins. Au contraire, elle voit que le mec se barre en courant, donc elle est laissée là pour morte. Et c'est là qu'il y a peut-être un miracle qui se passe. Enfin, c'est pas un miracle, parce que c'est elle qui arrive à actionner la chose. Elle prend son téléphone, elle arrive à peine à lire ce qu'il y a dessus. Elle arrive simplement à le déverrouiller, d'appeler son chef. Et là, au téléphone, malheureusement, elle s'évanouit à moitié, elle fait 2-3 bruits. Et à l'autre bout du fil, son chef est en mode « Allô ? Oui, allô Tina ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Et voyant qu'elle ne répond pas, mais qu'elle émet des bruits bizarres, eh bien, il a eu la lucidité de se dire « Il y a un problème parce qu'elle n'est pas censée m'appeler à ce moment-là. » J'appelle la police, j'appelle une ambulance, j'appelle tous les secours possibles et imaginables. C'est précisément la lucidité de son patron qui a sauvé la vie de Tina parce que s'il n'avait pas appelé les secours, elle se serait malheureusement vidée de son sang. Elle a pu être prise en charge par les secours, elle a été emmenée à l'hôpital, autant vous dire que c'était une urgence vitale. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, elle a été blessée par un couteau qui a provoqué plusieurs lésions à des organes. Et pour résumer, elle était tout simplement en train de mourir de l'intérieur. Après plusieurs semaines de convalescence, elle s'en est remise. Par contre, pour elle, la vente s'est terminée. Elle a ensuite quitté l'entreprise. Pour elle, c'était impensable de retourner dans cet entrepôt. Est-ce que le cambrioleur a été retrouvé ? Ça, malheureusement, on n'a pas l'information. Mais j'espère sincèrement qu'il sera retrouvé, qu'il finira en prison. Parce que pour moi, des gens comme ça, c'est un peu le seul lieu où ils peuvent être. Et ça, c'est pour la version gentille. Parce que si je vous disais vraiment ce que ces personnes méritent, vous seriez peut-être un petit peu choqué. Voilà, témoignage de Tina terminé, je suis content de lire qu'elle va bien parce que vraiment ce genre d'histoire pour moi je trouve ça terrifiant. Ne vous dites pas que si vous allez faire de la surveillance dans un entrepôt la nuit c'est ce qui va vous arriver, pas du tout, il y a quand même de très fortes probabilités que rien ne se passe. Mais malheureusement, Tina, elle n'a pas eu cette chance et elle s'est retrouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. Voilà, 3e témoignage terminé, il y en a encore un dernier et je vous propose de ne pas attendre plus que ça avant de vous le raconter. Bon, ce dernier témoignage, c'est celui de Victor. Pour le coup, je vous ai dit que le témoignage précédent c'était mon préféré de la vidéo. J'en suis pas si sûr. En tout cas, il y a un duel entre le précédent et celui que je vais vous raconter dès maintenant. Alors, Victor, au moment des faits, il est un petit peu plus âgé que les personnes dans les autres témoignages. C'est pas non plus 30 ans en plus, il a environ 35 ans et il habite aux États-Unis. Il nous raconte que dans sa vie, tout va pour le mieux. Finances, santé, famille, social, tout va bien. Et surtout, le truc qui le rend extrêmement heureux au quotidien, c'est qu'il fait le job de ses rêves. C'est pas un job classique de bureau, lui, il travaille avec les enfants et plus particulièrement dans les colonies de vacances. En fait, son taf, c'est être animateur pour les enfants et il fait ça depuis de nombreuses années. Il nous explique que c'est vraiment quelque chose qui l'anime de voir le sourire sur les enfants. C'est un truc qui le rend heureux à souhait. Et un conseil, mes amis, et ça je le dis assez souvent à mes étudiants lorsque je leur donne des cours, quand viendra le moment de trouver que ce soit des études ou même un emploi, ne regardez pas le salaire. Je sais que c'est très facile à dire et que voilà, vous vous dites peut-être, mais Melvin, t'es un con de nous dire ça parce que tout le monde a besoin d'argent. Certes, tenez compte du salaire, c'est important, mais s'il y a un seul et un critère que doit satisfaire un job, c'est qu'il doit vous passionner, c'est qu'il doit vous intéresser, parce que je vous garantis que vous levez le matin avec une boule au ventre en allant faire un taf, peut-être qui vous rémunère très bien, mais qui vous rend malheureux, eh bien, vous tiendrez peut-être 3 mois, 6 mois grand max, et après, ce sera le burn-out. Et je vous parle en connaissance de cause, il y a un moment dans ma vie où de temps en temps, j'allais au travail avec une boule au ventre, je vous garantis, c'est pas très agréable. Bref, parenthèse fermée, Victor, lui, c'est tout l'inverse. Il adore ce qu'il fait, il pourrait passer nuit et jour à animer avec les enfants, et c'est d'ailleurs autour de ça que son témoignage va se concentrer. Il y a plusieurs fois dans l'année où Victor, en fait, il part avec des enfants et un groupe d'animateurs pour faire une sorte de camp, et ce camp, en fait, il se trouve toujours dans un endroit un petit peu reculé, que ce soit une prairie ou même dans une forêt. Et c'est d'ailleurs exactement le cas pour cette histoire. En fait, il nous raconte qu'il a fait une colonie de vacances avec des enfants au beau milieu d'une forêt. Et c'est pas une forêt nouvelle. Pour lui, il y est déjà allé de nombreuses fois. Et il nous explique que c'est littéralement le meilleur lieu dans lequel il a fait une colonie. Bon, bah le lieu, il est vachement sympa. Une forêt, en journée, ça va. Au milieu de la nuit, c'est un petit peu différent. Et un truc qui est bien, c'est que Victor, il nous explique aussi un petit peu les coulisses de comment ça se passe. Le premier jour, tout le monde arrive, ils défont leurs valises, etc. Ensuite, ils se retrouvent tous au réfectoire, ils discutent, et ils expliquent comment ça va se passer. Et ensuite, eh bien, ce sont les activités et le programme qui se déroulent. Il y a un détail qui va avoir toute son importance dans cette histoire, c'est que Victor, il nous explique que dans cette colonie de vacances, en fait, elle est gigantesque. C'est pas les seuls enfants et moniteurs à aller. C'est-à-dire qu'imaginez que c'était une très grande forêt dans laquelle il y a Victor, ses collègues et les enfants, qui eux font partie, on va dire, d'une entreprise, si je peux dire, ou plutôt d'une association. Et avec eux, dans cette forêt, il y a également d'autres associations, donc d'autres enfants et d'autres moniteurs. Ça fait un petit paquet de monde, donc pour cela, il y a des gardes à l'entrée, et c'est vraiment protégé. Ils savent qu'il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de gens, et pas n'importe qui peut entrer dans cette, entre guillemets, forêt. Comme ça nous évite qu'un intrus arrive et qu'il fasse n'importe quoi. Bon, à l'entrée, il y a, que ce soit la journée ou la nuit, un seul garde qui surveille les lieux. On va l'appeler le gardien de la colonie. Chaque année, Victor
Victor, il nous explique que ce garde, en fait, il est super sympa. C'est toujours le même, c'est un habitué. Et vraiment, c'est le gars qui fait à la fois gardien de sécurité, mais de temps en temps, il vient donner un coup de main à l'intérieur lorsqu'il faut nettoyer des trucs ou ce genre de choses. Donc, c'est un employé à part entière des colonies. Notre ami Victor, les premiers jours, il nous raconte que tout se passe bien. Les enfants sont très gentils, les moniteurs également. Tout le monde a un énorme sourire sur le visage, donc j'ai envie de dire, qu'est-ce qui pourrait se passer? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir. Un soir, Victor est au réfectoire avec ses collègues, il y a les enfants également, tout le monde est en train de manger. Et l'activité de ce soir, c'est d'aller camper. Alors, dans la colonie, normalement, les enfants sont répartis par bungalow. Là, ils vont aller camper à l'extérieur. Ils ont tout prévu. Sac de couchage pour pas avoir froid et des mini-tentes qui peuvent accueillir 2 à 3 enfants. Évidemment, les moniteurs ne sont pas très loin. Il y a un moniteur par tente. Il dort juste à côté. Comme ça, il surveille quand même que rien ne se passe. Bon, l'activité démarre. Les enfants sont répartis par groupe. Tout le monde s'entend très bien. Et arrive 23h30 minuit. Le calme règne sur la colonie. Tout est très silencieux. Lorsque soudain, Victor entend un bruit qu'il aurait préféré ne jamais entendre. D'ailleurs, ses collègues également. Ce bruit, c'est un bip. Alors, c'est le bip d'un appareil très particulier, il nous explique d'ailleurs à quoi il sert. Au niveau de la sécurité, dans la colonie, il nous raconte qu'en fait, s'il y a une intrusion dans la colonie, donc dans la forêt, eh bien le gardien appuie sur un appareil qui émet un bip, et ce bip, il va résonner sur des appareils qu'ont les moniteurs. Donc actuellement, Victor entend un bip sur son appareil, ses collègues également, et ainsi que tous les autres moniteurs de la colonie, donc de la forêt. Et tout ça, ça signifie qu'il y a quelqu'un qui n'est pas censé être dans la colonie, qui s'y trouve. Il y a donc un intrus, pourquoi est-ce qu'il est là ? On ne sait pas. Est-ce qu'il veut du mal aux enfants? On ne sait pas. Est-ce qu'il est là simplement parce qu'il s'est perdu? On ne sait pas. Et le truc, c'est que ce bip, au-delà d'alerter les collègues, donc au-delà d'alerter les moniteurs, il alerte les autorités, donc la police. Maintenant, on est dans un endroit assez reculé, le temps que la police arrive, peut se passer 10, 20, 30 minutes. Bon, au moment où il entend ça, Victor, il panique un peu parce que c'est le bruit que redoute absolument tout moniteur de colonie. Ça veut clairement dire qu'en gros, c'est la merde. Là, Victor, il s'empresse, il dit aux enfants qui sont dans les tentes autour de lui, écoutez les enfants, il faut qu'on rentre, et il les ramène en sécurité au bungalow. Là, il s'enferme à l'intérieur, histoire que voilà, si jamais quelqu'un arrive, ne puisse pas rentrer. Et la première chose qu'il fait, c'est déjà de compter les élèves pour être sûr qu'il ait bien son groupe à lui. Et ensuite, il prend son téléphone et il va voir le groupe WhatsApp où il y a les autres moniteurs, donc ses collègues. Sur le groupe, bien évidemment, c'est la panique absolue, les gens ne savent pas quoi faire. Et il y a un message qui va alerter absolument tout le monde et qui va faire que l'ambiance dans le camp, elle devient détestable. Il y a un moniteur qui lui dit qu'il lui manque 2 enfants de son groupe et qu'il ne sait pas où ils sont passés. Lorsqu'il dit ça, sur le groupe, c'est alerte maximale. Ça veut dire que la personne qui est dans le camp, donc l'intrus, il n'est pas là pour les bonnes raisons, et que clairement, il manque 2 enfants à l'appel. Où est-ce qu'ils sont? On ne sait pas. Est-ce qu'ils sont encore en sécurité? On ne sait pas. La priorité absolue, c'est de les retrouver. Victor, ce qu'il fait, et je ne sais pas si c'est la bonne décision dans ce cas-là, je ne suis pas professionnel, mais au moins, j'ai envie de dire, les enfants seront en sécurité, parce qu'en fait, il sort du bungalow et il les enferme à l'intérieur, donc à clé. Ensuite, lui, il se barre dans la forêt pour retrouver ses 2 enfants, parce que c'est la priorité absolue, sauf que, il faut pas oublier qu'il y a toujours un fou furieux qui est en train de rôder. On voit que dalle, Victor, il a rien pour se défendre si jamais il se fait agresser, et il commence gentiment à s'enfoncer au beau milieu de la forêt. Il fouille, à gauche, à droite. Il voit rien, il voit des tentes, des sacs de couchage qui ont été abandonnés, lorsqu'à un moment, il arrive dans un endroit où il y a des cailloux par terre. Très vite, Victor remarque qu'il y a une sorte de roche sur laquelle il y a un liquide très particulier, qui est rouge et qui fait tout droit penser à du sang. Alors, est-ce que c'est le sang des enfants qu'il est en train de rechercher actuellement? Est-ce que c'est le sang de quelqu'un qui, avec la panique, en courant, il est tombé et il s'est encoublé, et donc il se serait blessé? On ne sait pas. Là, lorsqu'il voit le sang, Victor, il se met vraiment sur ses gardes. Il est en mode « Oula, si vraiment il appartient aux 2 enfants, peut-être que je vais découvrir pire d'ici quelques dizaines de mètres. » Et au moment où il dit ça, il entend un bordel pas possible à l'extérieur du camp. C'est les forces de l'ordre. Alors, il nous explique qu'ils sont aux États-Unis. Ça ne rigole pas. Là-bas, c'est pas 3 policiers qui arrivent avec une arme de poing. C'est l'équivalent de 4 fois le GIGN. C'est-à-dire qu'il y a environ 50 soldats qui arrivent dans le camp, tous armés jusqu'aux dents avec des fusils d'assaut, des casques, des boucliers. Enfin, le moindre mec qui fait un pas de travers, il est KO. Là, ils s'en foutent de savoir si Victor est un animateur ou pas. Il est mis à terre, il ne bouge plus. Et c'est le cas de tout le monde dans le camp. Là, évidemment, c'est encore plus la panique parce qu'on ne sait pas ce qui est en train de se passer. Enfin, ils savent qu'ils sont là pour intervenir, mais est-ce qu'ils vont réussir plutôt à trouver l'intrus? On ne sait pas. Et surtout, est-ce qu'ils vont retrouver les enfants? Encore moins. Et même s'ils les retrouvent, seront-ils vivants? Question pour un champion. Bon, l'intervention, elle dure 2h30, mes amis. Au beau milieu de la nuit, au beau milieu d'une forêt, avec un intrus. C'est long. Et Victor, à un moment, il a l'information que voilà, la personne a été appréhendée, que heureusement, les 2 enfants aussi, mais qu'il y en a un qui est quand même relativement bien blessé. Il a des entailles au niveau du bras. Maintenant, est-ce que c'est la personne qui lui a fait ça? On ne sait pas, parce que les 2 enfants sont terrorisés, ils n'arrivent juste pas à parler. Et l'intrus, donc le fou furieux, lui, il dit qu'il ne leur a rien fait. Maintenant, est-ce qu'on peut vraiment croire ce fou furieux?
J'en suis pas si sûr. Et le plus terrible, c'est que Victor, il nous dit que les deux enfants, ils ont mis 3 jours à prononcer le moindre mot. Donc imaginez à quel point ils ont été terrorisés. Heureusement, après analyse médicale, il s'avère que ce fou furieux ne leur a rien fait, dans le sens pas d'abus ou quoi. Maintenant, est-ce que celui qui a utilisé une lame pour lui faire des entailles sur le bras? On ne sait pas. Il y a de fortes probabilités que ce soit lui, mais on n'a pas de preuves par A plus B. Imaginez seulement à quel point les deux enfants ont été terrorisés. D'ailleurs, tout le camp a été terrorisé, parce que avoir un intrus comme ça qui fait du mal aux gens et on ne sait pas où il est, bah, c'est quand même dramatique. Et c'est encore plus dramatique parce qu'en fait, cet événement, il a mis un terme à la carrière de Victor. Après ça, il a arrêté les colonies de vacances. Il travaille toujours dans le domaine de l'enfance, mais ça n'a rien à voir. Et ça met toujours un petit peu un pincement au cœur parce que je me dis, ça brise des rêves. Désolé du terme, c'est un connard qui vient briser le rêve d'une personne. Et dans les histoires, je trouve ça toujours terrible parce que, bah, typiquement, dans le dernier thread d'horreur que je vous ai sorti, c'était des policiers qui tiraient sur quelqu'un. Ça a brisé le rêve et la carrière d'une personne et je trouve ça terrible. Enfin bref, l'essentiel aujourd'hui, c'est que les enfants aient bien, qu'ils soient sains et saufs. Et j'espère vraiment qu'il n'y a pas eu trop de séquelles psychologiques, que ce soit pour les 2 enfants qui ont été kidnappés, les autres enfants, mais également tous les animateurs du camp. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, bombardez les pouces bleus, c'est le truc qui m'aide le plus. Et dites-moi si vous aimez ce format, plusieurs témoignages Reddit, moi c'est un truc que j'aime bien faire. J'espère que ça se ressent dans la vidéo et ne vous inquiétez pas, les threads d'horreur arrivent très vite. Voilà, je vous ai tout dit, moi je vous propose de vous retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous prenez soin de vous, c'était Melvin, ciao tout le monde.